Salut à toi aventurier ou aventurière de rail. Et si je te disais que le TGV aurait pu ne jamais exister? Qu'avant lui, un train révolutionnaire, plus rapide et surtout sans roues, avait déjà été conçu et aurait pu changer à jamais le futur du transport. Son nom, l'aérotrain. Imagine un instant, Paris-Orléans en seulement 20 minutes, à 430 km/h grâce à un train lévitant sur un coussin d'air sans jamais toucher les rails. Un projet ambitieux, visionnaire, mais qui contre toute attente fut abandonné. Mais pourquoi? Comment une avancée aussi spectaculaire a-t-elle été mise de côté? Découvrons ensemble l'histoire fascinante et peu connue de l'aérotrain, et tu verras que cette dernière est pleine de rebondissements. Nous sommes dans les années 60, une décennie d'effervescence et de modernisation où tout semble possible en pleine période des 30 Glorieuses. La France est en plein boom économique, les infrastructures se développent et l'innovation est au cœur des ambitions nationales. La voiture devient le symbole ultime de liberté, mais avec elle, les embouteillages explosent. La croissance effrénée du secteur automobile commence à se heurter à certaines limites physiques. Dans le même temps, les infrastructures ferroviaires ne font pas beaucoup mieux. À cette époque, la vitesse des trains plafonne à 160 km/h et les trajets longue distance restent interminables, pouvant s'étirer sur une journée entière. Le pétrole est encore bon marché, on ne connaît évidemment pas encore les effets de la combustion d'hydrocarbures sur le climat, bref, tout semble possible. C'est dans ce contexte de modernisation qu'une question se pose. Comment créer des transports plus rapides et plus efficaces? C'est alors qu'un homme visionnaire entre en scène, un ingénieur français de génie, Jean Bertin, et il n'en est pas à son coup d'essai. Ce diplômé de l'école polytechnique est déjà reconnu pour des inventions comme la technologie pour dissiper le brouillard sur les pistes d'aéroport, ou encore pour ouvrir facilement les boîtes de conserve. Mais en 1957, il décide de s'attaquer à un défi bien plus ambitieux. Une idée folle germe dans son esprit, et si un train pouvait flotter au lieu de rouler? Il s'intéresse alors au principe de sustentation par coussin d'air et imagine un engin révolutionnaire sans roues, filant au-dessus du sol à une vitesse vertigineuse. Son nom, l'aérotrain. Une invention qui pourrait bien bouleverser à jamais le monde du transport. Ce concept n'est pas qu'une simple idée, c'est une véritable innovation. Au lieu de rouler sur des rails comme tout train classique, l'aérotrain flotte grâce à un coussin d'air généré par un turboréacteur, comme dans les avions. Il se soulève légèrement au-dessus d'une voie qui a la forme d'un monorail inversé en T. Imagine ça, un train qui ne touche pas les rails, mais qui flotte juste au-dessus, comme une planche de surf glissant sans effort sur l'eau. Résultat, plus de frottement, et donc des vitesses défiant l'imagination. Dès le départ, en 1957, la société Bertin et compagnie prend les devants en déposant les premiers brevets pour la technique révolutionnaire du coussin d'air appliqué au train. Le concept, qui n'est autre qu'un avion sur rail, semble tout droit sorti du futur. En 1963, Jean Bertin fait une première présentation spectaculaire, une maquette de l'aérotrain devant Georges Pompidou. Cette rencontre marquera un tournant décisif. Bertin obtient 3 millions de francs pour lancer les premiers essais, une somme qui propulse le projet. Et 2 ans plus tard, les résultats dépassent les attentes. Le prototype atteint les 90 km/h, puis en 1966, il franchit la barre des 200 km/h pour même filer jusqu'à 300 km/h. L'engouement est immédiat. L'aérotrain est rapidement vu comme le transport du futur, attirant l'attention des pouvoirs publics. Tout laisse penser que la France est à l'aube d'une révolution ferroviaire. Son ascension semble inarrêtable. Dès ses premiers essais, l'aérotrain dépasse toutes les attentes. Ce n'est pas simplement un train, c'est une révolution qui est en marche. La France rêve d'impressionner le monde avec ce transport ultra rapide. Et pour cela, elle se fixe un objectif ambitieux, relier Lyon à Grenoble en seulement 20 minutes pour les Jeux Olympiques de 1968. Une promesse d'avenir, un défi titanesque qui s'avère finalement beaucoup trop ambitieux. Mais l'État français croit en ce projet et fixe un nouvel objectif, relier Orléans à Paris en 20 minutes. 45 millions de francs sont investis pour créer un véhicule de 26 mètres, une voie d'essai de 18 km et des plateformes de retournement. Un signal fort du soutien gouvernemental. Et pour cause, en 1969, le prototype 02 marque les esprits. 422 km/h. Une performance stupéfiante. Et ce n'est que le début. Le 5 mars 1974, le modèle 180 HV pulvérise tout sur son passage avec une vitesse de 330,4 km/h. Un véritable coup de maître atteint sur la voie d'essai de Gometz-la-Ville. Un record mondial pour l'époque, jamais homologué dans la catégorie des trains, mais en aéronautique. Dès lors, l'aérotrain suscite une fascination mondiale et plus de 20 pays se tournent vers ce projet fascinés par son potentiel. L'enthousiasme est tel que Richard Nixon, président des États-Unis, décide d'envoyer un conseiller spécial à Gometz-la-Ville pour examiner de près cette innovation hors du commun. L'intérêt international grandit, signe que le monde entier reconnaît dans l'aérotrain un véritable bouleversement technologique.
Mais en parallèle, un autre acteur clé explore une autre voie que celle choisie par Jean Bertin, la SNCF qui décide de miser sur les turbines à gaz. Dès 1967, ces turbotrains, précurseurs du futur TGV, battent aussi des records en atteignant les 300 km/h en test. En 1972, ce train atteint même les 314 km/h sur sa ligne d'essai. On est encore loin des 422 km/h de l'aérotrain, et rappelons-le, le TGV, dans sa version définitive, ne dépassera les 380 km/h qu'en 1981. Mais revenons-en à l'ascension fulgurante de l'aérotrain. À l'origine, il était conçu pour des trajets de moyenne distance, mais face à ses performances spectaculaires, de nouveaux usages émergent. On commence à envisager des trajets plus courts, en zone urbaine, pour répondre aux défis de la ville moderne. En 1971, un comité interministériel imagine deux nouveaux tracés, une ligne pour relier les aéroports de Roissy et Orly, et une autre pour relier La Défense à Cergy-Pontoise en seulement 10 minutes. Un projet audacieux imaginé pour donner un coup de pouce à l'attractivité de la toute nouvelle ville de Cergy. Mais un tel projet n'est pas sans coût. 317 millions de francs pour 23 km de rails. Progressivement, la question du coût de l'aérotrain commence d'ailleurs à devenir omniprésente dans les débats. Le projet, d'abord porté par un enthousiasme sans faille, se heurte à plusieurs obstacles. Les travaux prennent du temps, l'enthousiasme du début s'érode peu à peu et le rêve s'éloigne. Ce qui était censé être l'aube d'une révolution des transports tourne peu à peu au fiasco. La mort de Georges Pompidou en 1974 marque un tournant brutal pour l'aérotrain. Grand défenseur du projet, il le considérait comme un symbole de modernisation et de prospérité industrielle pour la France. Mais son décès change tout. Son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, prend une direction bien différente. Pragmatique, il privilégie la maîtrise des dépenses publiques et la modernisation des infrastructures existantes. Le TGV, plus réaliste et jugé plus rentable, devient alors la priorité. Premier gros point faible de l'aérotrain, son infrastructure. Contrairement au TGV, qui pouvait s'appuyer sur les rails existants, l'aérotrain nécessitait la construction de voies dédiées, un projet colossal entraînant des coûts faramineux et des aménagements souvent mal perçus par les habitants. Relier Orléans à Paris via la gare Montparnasse imposait des travaux titanesques en plein cœur de la ville, un paradoxe face à l'objectif de rapidité promis par le gouvernement. En zone rurale, les rails surélevés soutenus par des pylônes étaient vivement critiqués pour leur impact visuel sur le paysage. En outre, le fonctionnement de l'aérotrain ne facilitait pas les choses, ce dernier devant être retourné sur des plateformes pour changer de direction, tandis que le TGV, plus simple d'utilisation, pouvait circuler dans les deux sens. Enfin, avec une capacité d'accueil de 80 passagers contre 500 pour le TGV et une consommation d'énergie plus élevée, l'aérotrain n'était plus adapté aux besoins des années 70. Le choc pétrolier de 1973 frappe de plein fouet l'économie française, bouleversant les priorités du pays. L'aérotrain, gourmand en kérosène, devient soudain un fardeau dans une époque où chaque goutte de pétrole compte. Face à lui, le TGV alimenté à l'électricité apparaît comme une alternative plus stable et moins dépendante des fluctuations du marché. La France, dépendante du pétrole, doit revoir ses priorités économiques. Et l'idée d'un transport hyper moderne reposant sur les hydrocarbures se heurte à la réalité économique. C'est alors que la SNCF joue sa carte maîtresse face à la concurrence de l'aérotrain. La France découvre le TGV. Moins rapide certes, mais capable d'emprunter les rails existants et surtout alimenté à l'électricité, voilà un avantage décisif en pleine crise pétrolière. Soutenu par le président Giscard d'Estaing, le projet prend de l'ampleur poussé par des essais de plus en plus concluants. À cette époque, il atteint déjà les 300 km/h. Mais en coulisses, des soupçons de conflit d'intérêts planent. La famille Schneider, directement impliquée dans le développement du TGV, aurait joué un rôle clé dans les décisions politiques. Et un détail intrigue. La première dame, issue de cette puissante dynastie industrielle, aurait discrètement pesé dans l'orientation des choix présidentiels selon un article de Mediapart. Sous l'influence du lobbying ferroviaire, l'aérotrain est peu à peu évincé. En 1974, le projet Cergy-La Défense est abandonné, remplacé par le RER, jugé plus conforme aux nouvelles priorités de l'État. Les dés sont jetés. Le 17 juillet 1974, le gouvernement annonce officiellement l'abandon de l'aérotrain, faute de moyens. Les essais à Paris et Orléans sont stoppés net. Un an plus tard, Giscard d'Estaing lance la première ligne du TGV Paris-Lyon. Puis en 1975, Jean Bertin s'éteint à 58 ans, emporté par la maladie. Il emporte avec lui le rêve de l'aérotrain, malgré son génie et ses 3000 brevets déposés au cours de sa vie. Une technologie prometteuse, des tests impressionnants et pourtant un projet qui ne verra jamais le jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de l'aérotrain ? Aujourd'hui, seule une voie en T inversée témoigne de ce rêve brisé. Sur 18 km le long de l'A19. Cette rampe d'essai Paris-Orléans est à l'abandon,
envahie par la végétation et les graffitis. Jugée trop coûteuse à démolir, puisqu'on parle de 13 millions d'euros, elle reste figée dans le paysage, vestige d'un passé oublié. En 2017, l'État la classe patrimoine du XXe siècle et finance des travaux d'entretien. Plusieurs tentatives ont cherché à raviver l'infrastructure, comme le projet Space Train, qui visait à relier Orléans à Paris en 15 minutes grâce à l'hydrogène et des coussins d'air. Mais faute d'autorisation, il n'a jamais vu le jour. Quelques années plus tard, la société est expulsée en 2021 pour loyers impayés et ses dirigeants condamnés pour escroquerie en 2023. L'aérotrain, autrefois porteur d'une révolution ferroviaire, n'a laissé qu'un monument fantôme, vestige d'un avenir prometteur qui ne s'est jamais concrétisé. Toutefois, l'aérotrain a laissé une empreinte durable sur les technologies de transport à grande vitesse. Légèreté des matériaux avec l'utilisation de l'aluminium, réduction du frottement et optimisation énergétique. Autant d'innovations signées Jean Bertin qui résonnent encore aujourd'hui. L'héritage de l'aérotrain transparaît dans plusieurs projets modernes. Dans les années 1970, le Japon s'en est inspiré pour concevoir le SC Maglev, un train à sustentation magnétique exploitant des aimants supraconducteurs. En 2015, il atteint un record de 603 km/h. En Allemagne, le Transrapid, basé sur le même principe, a aussi été testé entre Berlin et Hambourg. Mais son développement fut stoppé par des coûts élevés et un accident en 2006. En France, le TGV reste la référence avec un record de 574,8 km/h en 2007, mais cette performance a un prix. Construire des lignes à grande vitesse exige des investissements massifs, financés comme environnementaux. Plus la vitesse augmente, plus les coûts et la consommation d'énergie s'envolent. Trouver un équilibre entre durabilité, performance et viabilité économique reste un défi, ce qui explique le choix de la compagnie française de limiter la vitesse commerciale de ses TGV à 320 km/h, parce que malgré une technologie aboutie, l'aérotrain n'a jamais trouvé sa place. Le coût des infrastructures répercuté sur le prix des billets aurait certainement grandement freiné son adoption. Au-delà de la performance, une question essentielle demeure. Jusqu'où les voyageurs sont-ils prêts à payer pour aller plus vite ? L'acceptation du public reste le véritable défi dans une société où tout s'accélère. Un enjeu majeur se pose alors. Comment concilier enjeux écologiques, pouvoir d'achat et progrès technologique ? Une interrogation qui encore aujourd'hui pèse sur l'avenir des transports. Jean Bertin avait un rêve. Révolutionner le transport, repousser les limites de la vitesse, offrir à la France un train du futur. L'aérotrain filait déjà à plus de 400 km/h, dépassant toutes les attentes placées en lui. Mais aujourd'hui, il n'en reste qu'un vestige abandonné au bord de l'A19. Et si Pompidou n'était pas mort en 1974 ? Si l'aérotrain avait reçu les financements nécessaires, serions-nous aujourd'hui en train de flotter à 430 km/h plutôt que dans un TGV ? L'histoire de l'aérotrain, c'est celle d'un rêve brisé, mais souvent réinventé. En 2013, Elon Musk a notamment ressuscité cette vision avec l'Hyperloop, un projet reliant rapidement les grandes villes européennes avec des capsules ultra rapides dans des tubes sous vide, s'inspirant des principes de l'aérotrain, qu'on vous décryptera d'ailleurs dans un prochain épisode. Même si ce projet semble complètement utopique, il prouve une chose, Jean Bertin était en avance sur son temps. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un train sans roues verra enfin le jour en France. Ce jour-là, on se souviendra de l'aérotrain et du fait qu'avant l'Hyperloop ou le Maglev, la France avait déjà inventé le train du futur.